Le sport est une école de la vie. Je m'appelle Tristan Pavlak et quand je vois tout ce que le sport m'a apporté alors que ce n'était qu'une pratique amateur, j'imagine tous les enseignements que pourraient transmettre ceux qui y dédient leur vie. C'est la raison pour laquelle j'ai décidé d'aller à la rencontre des meilleurs athlètes de notre pays. Aujourd'hui, nous rencontrons Mathieu Androdias, l'élite masculine de l'aviron français. Salut Mathieu. Salut Tristan. Tu vas bien? Ça va et toi? Bah ouais, très bien. Champion olympique en titre en 2 de couple. Et c'est la médaille d'or pour la France avec Hugo Boucheron et Mathieu Androdias, incroyable! Voilà ce qu'il m'a appris. Tu te sens bien? Pas stressé ni rien? Non, du tout. C'est moins stressant qu'une finale des JO, j'imagine? Ouais, un peu, ouais. Ça n'a rien à voir. Alors, pour ceux qui ne te connaissent pas, je vais résumer ton palmarès en aviron. Multiple champion de France, 2 fois champion d'Europe, 2 fois champion du monde, champion olympique en titre, là, la dernière Olympiade à Tokyo, élu équipage de l'année 2022 par la Fédération internationale. Qu'est-ce que tu ressens face à ce palmarès? Je pense que j'ai du mal à le réaliser et le but du jeu, c'est de le digérer rapidement parce que sinon je pense qu'on repose sur ces acquis-là et on compte sur nos gloires passées pour aller chercher des nouveaux titres et ça se passe pas du tout comme ça, hein. Les sportifs le savent. Tu as l'impression que quand on énonce ce palmarès, on est plus en train de regarder vers le passé et qu'on n'est pas trop dans le futur et par ce qui peut encore se passer, parce qu'il peut encore se passer plein de choses? Ouais, exactement. Il y a encore de gros défis et c'est vrai que mes médailles, elles sont rangées sous les chaussettes, dans les tiroirs. Je les regarde jamais, c'est pas quelque chose qui me motive au quotidien. C'est à ranger dans la case de la confiance. C'est sûr que quand il y a des moments durs, et on aime bien se remémorer les étapes par lesquelles on est passé, ces étapes-là en font partie évidemment, mais c'est pas le moteur du quotidien. Ok, t'as pas la trophy room où t'as tous les trophées, tu te mets devant et tu fais aller. C'est pas le genre de la maison. Il en manque une petite dans le coin, on va encore bosser. Depuis quelques temps, donc, tous les jours, je vois cette médaille. Ça te rappelle à l'ordre et ça te rappelle de tes obligations? Ouais, bah alors là, bienvenue au Pôle France d'aviron de Lyon. C'est un petit peu le centre d'entraînement dans le sud-est de la France. Des conditions idéales, donc c'est ici que se construit la performance de haut niveau, quoi, et que le rêve est permis. Ça fait combien un bateau? Alors un bateau comme ça, une place, c'est moins de 15 kg. Ah ouais, donc c'est très volumineux, c'est très long, mais en fait c'est hyper léger. Et donc comme on a une coque très légère avec des athlètes qui font entre 80 et 100 kg, ça demande vraiment un toucher, ça demande de sentir vraiment ce qu'on fait, parce que sinon le bateau, on le maltraite, quoi. Et finalement, c'est lui qui nous fait passer la ligne. Donc ce qu'il faut, c'est comprendre comment il fonctionne, comment fonctionne la glisse, comment on peut se déplacer aussi sur ce bateau-là en le gênant le moins possible, en fait, finalement. C'est marrant parce qu'en natation, c'est un peu la même chose. On dit qu'il faut évoluer avec l'eau et pas contre l'eau, quoi. Exactement. Et quand on débute, on a tendance à se battre un peu contre. On se bat, ouais. T'as dit 90-100 kg. C'est vrai que là, peut-être que les gens se rendent pas compte parce que on en fait à peu près la même taille. Alors, les gens ne se rendent pas compte que tu es beaucoup plus musclé que moi, mais c'est que des gros bébés ici, quoi. Tout le monde est grand segment. Je suis d'ailleurs en train de me dire que j'ai peut-être manqué ma vocation. Tu es clairement le profil rameur. Mais bon, ouais, je me suis noyé. Mais c'est pas trop tard. Si tu veux, on peut faire quelque chose encore de toi. C'est vrai? C'est ça. Allez, la base aérobie est là, on va faire la reconversion. Si vous me voyez disparaître, vous savez où je suis. cherchez dans les clubs d'aviron de France. Tu m'as dit que c'était assez instable comme embarcation. Ça arrive de tomber à l'eau, même à ton niveau? Ça m'arrive de temps en temps. Ça m'arrivait une fois par an il y a encore 2-3 ans de ça. Là maintenant, c'est bon, j'arrête. Mais en effet, c'est... Ah. Ouais, même parfois en course, ça arrive. Ça m'est arrivé. Pas pendant, j'espère. Si. Ah oui, ça arrive? Ça m'est arrivé. Okay. Donc c'est hyper instable, ça pardonne pas trop la faute en fait. On est sur des coques qui sont un petit peu plus larges que le bassin. Grosse différence avec le concept 2, avec l'erg, parce qu'aucune notion d'instabilité. En effet, ouais. Je crois qu'on voit pas mal de crossfitters avoir des grosses perfs sur le erg, mais ça veut pas dire qu'ils seraient très bons en aviron, justement, parce qu'il y a cette notion technique, cette notion d'équilibre, qui amène toute la spécificité aussi à la pratique. Ouais, bien sûr, et la machine n'a pas cette exigence technique qu'un bateau qui fait une quinzaine de kilos. Un gros bourrin. Voilà, exactement. Donc le but de la machine, c'est de mesurer les watts. Donc en effet, tu enlèves tout ce qui rend notre sport un petit peu subtil aussi dans la gestuelle, parce que c'est pas qu'un sport de gros bourrin, sinon on n'aurait peut-être pas notre mot à dire face à des nations qui arrivent à sortir des Golgoth, vraiment des montagnes. Nous, on est l'école française, c'est vrai que je ne l'ai pas dit, c'est plutôt une école qui est réputée pour la technique, pour la sensation à la coque, le rythme et des choses
du coup assez subtil. Mais ça n'empêche pas que de toute façon, un gros déficit de puissance ne se comble pas. Il faut quand même des athlètes qui soient forts, mais notre petite différence se fait là-dessus. Est-ce que tu pourrais brièvement nous décrire à quel point est-ce que le chemin a été long de ton point de vue? Le chemin, il a été très très long. Moi, je ne le vois pas aujourd'hui comme quelque chose d'atypique, quelque chose qui me distingue peut-être des autres sportifs. Je pense que précisément, c'est le chemin. Il devait être long, il devait être dur, et c'est comme ça que ça fait le tri. C'est comme ça que se construit le haut niveau, selon moi. Donc, c'est vrai que j'ai commencé à l'âge de 15 ans, et mon premier titre mondial s'est fait à l'âge de 28. Donc voilà, ça a été, si j'enlève un petit peu les années de formation au tout début, où là c'est de la découverte, on vient pour les amis, il n'y a pas forcément d'idée de haut niveau à la base, on ne démarre pas forcément pour ça. Mais on va dire que pour atteindre le titre mondial, ça a été une dizaine d'années d'engagement, de diète en termes de médailles. Donc ça forge quelque chose, ça crée aussi des liens avec les gens qui nous entourent, qui nous font confiance au fur et à mesure des années, et avec qui on crée cette histoire. Et forcément, quand la consécration elle arrive, la saveur elle est inoubliable, parce que ce chemin a été justement très long et très dur. Est-ce que justement le fait de persister malgré l'échec, on pourrait dire, fait partie de qui tu es aujourd'hui et d'un sportif de haut niveau? Je pense que l'apprentissage par l'échec aujourd'hui, c'est clairement une seconde nature. C'est quelque chose qu'on a appris à gérer, peut-être pas au quotidien, mais en tout cas on ne les compte plus, ces moments où on s'est mis un objectif, on a travaillé et on s'est cassé les dents en n'atteignant pas l'objectif, parce que souvent il était très ambitieux, c'est aussi comme ça que ça marche. Aujourd'hui, je dirais que c'est presque une recherche en fait. Je sais que l'échec va m'offrir ce moment très très précieux, très très particulier, durant lequel, si je gère bien mon émotion, parce que ça crée toujours un état émotionnel un peu négatif, de frustration, etc. Si ce moment-là je le gère bien, je sais que derrière, j'ai potentiellement un tremplin, un pivot qui va vraiment me faire monter une marche supplémentaire. Il y a eu un événement pivot dans ma carrière, ça a été en 2017. Je suis déjà à l'époque associé avec Hugo, mon partenaire d'aujourd'hui. Et ça faisait 3 années consécutivement qu'on faisait 6e sur le plan mondial. 2 fois aux mondiaux, 1 fois aux Jeux Olympiques de Rio. Et à un moment donné, ça a été ultra violent, parce que en termes de projet, c'est assez violent. Ça veut dire que pendant 3 ans, tu n'as pas trouvé la moindre solution pour avancer d'une place sur l'échiquier. Donc, il faut l'absorber. Quand tu t'engages autant, ça fait mal à la tronche, vraiment. Et à ce moment-là, je me suis dit que c'était probablement la fin. Et là, il y a tout un tas de discours que tu as entendus par le passé qui remontent, comme quoi, à un moment donné, il y a un plafond de verre, à un moment donné, dans le sport de haut niveau, comme dans tous les autres domaines, où quand la personne a atteint son plafond, bon voilà, c'est fini, elle n'ira pas au-delà. Donc il y a tous ces discours qui se mélangent un petit peu, beaucoup de frustration, beaucoup de colère. Et puis finalement, une fois que les émotions s'estompent, moi j'ai décidé quand même de reprendre tout le projet depuis la base, vraiment en balayant tout le spectre de performance, tous les domaines qui impactent ma perf. Je me suis rendu compte rapidement qu'il y avait des trous dans la raquette, que le système, je dis le système au sens large, c'est l'environnement qui nous est proposé par la fédération, à l'époque ne pouvait pas cocher toutes les cases. Et donc à un moment donné, on s'est dit avec Hugo, soit on arrête, moi j'étais ok avec ça, soit on se donne les moyens comme jamais on s'est donné les moyens. Et vraiment, on va englober tout le spectre, et on va mettre des gens, des spécialistes dans ces domaines qu'on ne maîtrise pas, et on va se bousculer un peu, parce qu'il y a des domaines volontairement un petit peu laissés à l'abandon. Il y a des choses qui percutent un peu, notamment la prépa mentale. Moi, c'est quelque chose qui me faisait un petit peu peur en fait. Donc on met ça en place, nutrition, prépa physique, prépa mentale, c'est des trucs qui n'existaient pas chez nous. Et là, ça a été la révolution, surtout la prépa mentale en fait. Est-ce que tu penses que tu aurais pu y arriver seul à ce niveau? Le moi d'il y a 10 ans, t'aurais dit que oui, et t'aurais dit que certainement le chemin était bien plus beau comme ça. Et j'avais cette image-là de si je me construis seul, si je trouve les réponses moi-même, ça a beaucoup plus de valeur. Et donc ça m'a amené à un moment donné des cul-de-sac où ma seule ressource ne suffisait plus, et donc je commençais aussi un petit peu à m'essouffler. Et je voyais toujours l'aide comme un aveu d'échec personnel. Ce qui est pas neutre en termes de représentation mentale, ce qui m'a beaucoup construit et qui aujourd'hui est un non-sens pour moi, la façon dont maintenant j'aborde les projets de très haut niveau. Elle se fait vraiment dans le partage, dans
Et on a, je dirais avec Hugo, une certaine façon aussi de s'entourer. Je trouve qu'on est entouré de personnes très différentes. Et c'est aussi pour ça que ça marche. C'est qu'on vient confronter ces certitudes un petit peu au quotidien avec ces personnes qui ne raisonnent pas forcément de la même façon. Et moi, je trouve que ça, c'est particulièrement riche. C'est un truc que j'aurais complètement fui à l'époque parce que je cherchais plutôt l'adhésion à mes idées, etc. Quand je cherchais de l'aide au début, quand j'acceptais de chercher de l'aide. Et aujourd'hui, je vais chercher dans la confrontation d'idées, avec des gens qui ont des logiciels complètement différents en fait, et qui sont pour autant très 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 performants dans leur domaine, qui sont les meilleurs. Et aujourd'hui, la complémentarité est devenue une vraie force de notre projet collectif. Voilà, donc ici on est plutôt dans la travée des bateaux longs, des bateaux rois aussi, puisque le bateau roi c'est celui-ci. Okay. C'est lui, c'est un petit peu le 100 mètres de l'aviron chez nous. C'est le bateau le plus rapide. C'est aussi olympique ? C'est aussi olympique. Okay. Donc il y a 8 rameurs et un barreur qui se situe ici, qui va être un petit peu le chef d'orchestre de tout cet équipage. C'est le bateau le plus complexe aussi à monter, c'est pour ça qu'en France on n'est pas forcément en tête d'affiche sur le plan international sur ce bateau-là. T'es champion du monde, t'es champion olympique, vous n'avez pas des petites coquetteries un peu comme sur le cycliste, le petit arc-en-ciel sur la tenue, le petit portant doré, la petite pale dorée, vous n'avez pas ça vous ici ? Pas trop, on revient quand même tout de suite à la base, au collectif, et il n'y a pas trop de distinction par rapport au groupe, on y tient quand même. Okay. Tu vois, on pourrait mettre, je sais rien, des étoiles, des trucs comme Bien ça. sûr. C'est pas du tout dans l'ADN de notre sport, et je pense que c'est bien. Moi, quand j'ai démarré l'aviron, il n'était pas interdit, mais moralement, tu ne pouvais pas mettre tes tenues d'équipe de France quand tu étais en club ou quand tu étais sur les structures. C'était vraiment le maillot sacré, les couleurs que tu portes en compétition Okay. quand tu représentes la France. Et à la maison, en gros, tu remets un peu le bleu de travail et tu reviens au... Puis limite, ça devait galvaniser quoi. Quand tu mettais la tenue, tu avais la tenue de super-héros et tu savais que tu étais là pour aller au combat. Quoi. Ouais, ça donne aussi toute sa saveur à la remise de l'équipement parce qu'en stage, avant les championnats du monde, traditionnellement, on a cette cérémonie où on remet l'équipement à l'athlète et ça a une valeur, ça a une signification encore aujourd'hui parce que justement, on n'a pas abîmé l'image de ce maillot-là et en gros, au quotidien, on ne le porte pas trop. Quoi. Okay. C'est vraiment quelque chose qui est pour la compétition et ça veut dire quelque chose, la remise de... C'est toujours un moment un petit peu solennel. C'est intéressant, c'est presque martial quoi. Ouais, un petit peu et c'est très marquant pour un athlète qui reçoit son premier équipement. Voilà, ça a une saveur toujours un peu particulière. Ok, mais c'est intéressant parce que quand on s'entraîne, on est tous égaux. Exactement. Et la différence se fait une fois qu'on est sur l'eau en compète. Exactement. En aviron aussi, il y a les champions de l'entraînement et les champions tout court. Toujours. Ouais. Toujours, il y en a, moi je suis régulièrement battu à l'entraînement. J'en fais plus trop un problème parce que je me connais. Je sais où sont aussi mes limites, je sais aller les chatouiller quand il faut parce que c'est la règle du jeu, c'est comme ça qu'on continue de progresser. Et puis il y a un moment donné où il faut aussi être capable de lâcher prise. Et ça c'est pas facile parce que on nous élève comme des athlètes de haut niveau, c'est-à-dire comme des compétiteurs, et on nourrit aussi la part de l'ego qui fait que tu veux pas que quelqu'un te passe devant. Quoi. Donc à un moment donné, celui qui passe plus, c'est celui qui potentiellement prend de l'avance. Exactement. C'est ce qu'on se dit quoi. C'est ce qu'on se dit, et puis quand il y a un mec qui passe, qui met la boule du bateau, parce qu'à l'avant on a une boule et symboliquement, on dit celle qui compte. C'est ça, c'est la boule qui te fait passer la ligne d'arrivée. Donc dès qu'il y a quelqu'un qui passe la boule devant, tu réponds, et du coup tu sors du cadre de l'entraînement même, par principe quoi, de je ne veux pas être derrière. Bon ça, ce jeu-là, on a arrêté parce qu'on a vu que ça, c'est bien des fois d'aller titiller ce compétiteur et d'aller le nourrir, mais bon, des fois il faut respecter aussi l'entraînement, il faut savoir lâcher prise. J'ai vu là sur la séance en intérieur tout à l'heure, vous allumez pas les ventilos quand vous entraînez ? Pas encore. On attend que ça de rentrer vraiment dans le dur. Demain, je pense que ça sera important. Mais aujourd'hui, non, on essayait de contraindre un petit peu comme l'entraînement était plus facile que le test de demain. On essaie quand même de mettre un petit peu de contrainte pour pas que ça devienne trop facile. On n'aime jamais trop s'éloigner de la difficulté. Quoi. Quand on rentre dans une salle d'entraînement d'aviron et que tous les ventilos sont allumés, tu sais que là il y a quelque chose de méchant qui est en train de se passer. Ouais. Il y a quelque chose, ça sera peut-être le cas demain. Ça va. Et je pense que ce sera le cas. Ouais. Entendu. Est-ce que tu peux nous décrire un petit peu à quoi ressemble ton entraînement de façon générale ? Alors aujourd'hui, c'est des semaines qui se ressemblent. On a entre 3 et 4 séances par jour.
du lundi au samedi. Là, le dimanche, maintenant, c'est off, ce qui n'était pas le cas avant les Jeux. Concrètement, comment ça commence? On a une séance sur l'eau. Ça, c'est l'incompressible, c'est 20 km sur l'eau le matin, c'est 1h45, on va dire, d'effort. Ensuite, on va être sur un travail de salle, et là, ça va varier. Soit on a de la musculation, du renfo, on peut faire du vélo, on a de l'ergomètre, donc il y a la machine à ramer. Donc ce travail-là, souvent, il varie en deuxième séance. Et puis l'après-midi, souvent, c'est la muscu, où là, on est vraiment sur de la travail de puissance, de force, d'explosivité, etc. Donc ça, c'est un petit peu le socle, on va dire. Et à un moment donné, dans la semaine, 2-3 fois par semaine, on a des séances un petit peu plus où on va chercher de l'intensité. On va non seulement travailler la physio, mais aussi tous les impacts mentaux, puisque l'aviron, je ne le voyais pas comme ça forcément il y a quelques années, mais de plus en plus, je vois ça aussi comme un sport de résistance à la douleur. On va vraiment éprouver très très fort les limites de ce que tu peux accepter. Et pour ça, pour déplacer ces limites-là, il faut s'y confronter régulièrement. Et il faut reculer le seuil sans arrêt, et puis gérer aussi tous les mécanismes de défense qui se mettent en place, qui sont aussi très très forts, qui font tout pour que ça s'arrête en fait. Voilà, qui ne sont pas dans cette idée de je fais une course, je vais chercher une médaille, non, qui subissent juste une agression physique et et le cerveau met en place tout un tas de verrous pour que ça revienne à l'état initial, quoi. Donc ça, c'est des trucs qu'il faut bien appréhender. On n'a pas tous forcément les mêmes réponses à l'effort, pas tous forcément les mêmes seuils d'acceptation de douleur. Et ça, c'est aussi un truc qu'on essaie vraiment de bosser parce que c'est la réalité du haut niveau, quoi, À un moment, ça fait mal. À un moment donné, il faut se faire mal. De toute façon, on est un sport quand même où il faut forcément savoir faire avec la douleur. Je veux dire, c'est un sport où en 6 minutes, le cardio est à fond, la VO2 est sollicitée pratiquement au maximum, où il y a l'acide lactique qui arrive très très vite au bout d'1 minute 30, 2 minutes, et on a envie de s'arrêter, et il y a encore 4 minutes à faire. Donc voilà, ça c'est l'objectif. Et puis à l'entraînement, effectivement, les entraînements longs, ça peut être lassant. Donc la notion à la fois d'endurance, de résistance, de persévérance est essentielle. C'est des valeurs qui sont fortes dans notre discipline. Et c'est sûr qu'un athlète qui n'a pas ces valeurs-là, ou une partie de ces valeurs-là, aura du mal à réussir. Il faut être capable d'endurer sur de courts intervalles très intenses, mais aussi endurer sur les grosses charges de travail. Voilà, tout à fait. Et puis d'être persévérant, de croire aussi en l'efficacité du travail, donc en sachant que ça met du temps à évoluer, tous les paramètres mettent du temps à évoluer. Il faut avoir confiance en notre travail pendant longtemps pour qu'il paye. On entendait dans une interview, Mathieu, depuis qu'il est rentré en senior, donc il y a quelques années, plus de 10 ans, il a gagné 15 secondes sur 15 ou 20 secondes, je crois, sur 2000. Voilà. C'est pas beaucoup. C'est pas beaucoup, mais c'est à la fois énorme. C'est à la fois énorme, et c'est ce qui fait toute la différence quand on sait que des records du monde se perdent pour 2 dixièmes, alors qu'on a un temps de course qui est avoisine les 6 minutes en double. Ça m'est déjà arrivé, en tout cas sur un équipage que j'entraînais, que les Jeux Olympiques se sont gagnés aussi pour eux. Pas beaucoup, donc voilà, on est là-dessus. J'aimerais te faire réagir à une petite citation de Jean-Christophe Rolland, je pense que tu connais, qui est aujourd'hui membre du CIO et ancien rameur français. Il dit « L'aviron n'est pas ludique, l'entraînement est dur, surtout en hiver, mais nous représentons les fondamentaux du sport, la force physique, la technique et le mental. Les Jeux doivent continuer de donner tous les 4 ans de la visibilité à ces disciplines. Il est normal que les Jeux s'adaptent à la modernité, mais il ne faut pas qu'ils deviennent un défilé des sports à la mode. » Qu'est-ce que toi ça t'évoque ? Je suis d'accord un petit peu sur le constat, et en même temps, je comprends pourquoi c'est pas forcément attirant, parce qu'aujourd'hui, des discours aussi que je peux entendre, j'ai l'occasion de rencontrer des jeunes athlètes, et même des enfants pratiquants, tu comprends qu'il y a des choses qui ont changé dans l'attente. En fait, souvent, il y a une attente de résultats qui est parfois immédiate et qui ne correspond à rien, que ce soit dans le monde professionnel et dans le monde sportif. C'est pas quand on s'engage tout de suite qu'on voit un résultat. Et j'ai pu sentir aussi un petit peu ça dans le fait, je commence une discipline, je m'engage, et donc j'ai envie de voir que je progresse, que j'ai des résultats, que je gagne, etc. Moi, ma route m'a appris tout l'inverse. Donc forcément, je peux comprendre que ce genre de sport ne fasse pas envie pour ces aspects-là, parce que si tu y vas avec cette intention, cette envie, tu te casses les dents rapidement, tu le comprends et tu vas ailleurs, en fait. Donc ne reste que ceux qui ont aussi une construction mentale aussi différente. Alors il n'y a pas que la performance qui fait qu'on reste, il y a aussi
La seconde famille aussi qu'on crée dans ces structures-là, ce sont des gens qui partagent nos projets, qui partagent nos quotidiens, nos souffrances, nos doutes. Ça crée des liens, forcément, parce que les liens sous la contrainte, ils sont toujours très très forts. Et on crée aussi des belles histoires. Donc je pense que la communication doit se faire aussi là-dessus, sur la réalité de ce qu'est le sport et de ce qu'est le haut niveau. Est-ce que justement cette discipline, cette rigueur, t'as trouvé qu'elle a été innée chez toi ou alors elle a été acquise progressivement? Non, ça a été acquis, où à un moment donné, tu as toujours l'impression d'être à fond. Moi, je me suis rendu compte, à un moment donné, quand tu remettais ça en question, tu dis, mais est-ce que je suis réellement à fond? Là, avec un petit peu de lucidité et d'honnêteté, tu te rends compte que non, en fait. Et à un moment donné, cette vision-là, j'ai l'impression qu'elle n'a pas de limite. Et aujourd'hui, peut-être que j'ai l'impression d'être à fond, mais dans 2 ans, je te dirais qu'en 2023, j'étais pas tant à fond que ça, quoi. Donc, c'est quelque chose qui s'installe, quelque chose qu'il faut aussi encaisser progressivement, parce que l'aviron, c'est un sport à maturité tardive, donc on a un pic de performance entre 28 et 32 ans, quelque chose comme ça. Donc avant, ça veut dire qu'il y a tout un apprentissage de l'organisation au quotidien, de comment éduquer le corps aussi à encaisser la charge sur la durée, etc. Quel impact, en tant que sportif de haut niveau, tu penses avoir sur les Français, sur ce que vous représentez, sur l'exemple en réalité que vous donnez? Écoute, j'avais beaucoup sous-estimé c'est vrai, ce point-là. On est quand même dans des vases clos, on côtoie quasiment que des personnes qui sont dans le même projet, dans la même exigence. Donc pour nous, ça devient la norme, ce qui est quand même très éloigné de la réalité. Mais en tout cas, comme tu baignes dans cet environnement, ça devient normal. Et en fait, après les Jeux, alors sur place à Tokyo, il y avait très peu de public. Il n'y avait que des athlètes sur place, le public n'avait pas le droit de venir au Japon. En revanche, quand on est rentré en France, c'est là où on a pris tout l'impact du truc, parce qu'il y a des gens, en effet, qu'on ne connaissait pas, qui ne connaissaient même pas l'aviron, et qui venaient nous raconter qu'ils s'étaient levés dans la nuit pour voir la course avec leurs enfants, que c'était un moment magnifique, et qu'ils avaient fait le déplacement pour venir nous voir et venir nous rencontrer. Et moi, j'attendais plutôt de l'admiration un peu enfantine, surtout. Et en fait, j'ai eu des pères de famille, des pères de famille de 40-50 ans qui arrivaient les larmes aux yeux pour me demander un autographe et pour me dire à quel point ces valeurs-là étaient importantes pour eux aussi. Et ça chamboule fort, parce que tu sais un peu l'impact que ça peut avoir pour tes proches, parce qu'ils ont partagé ce chemin, donc ils connaissent la valeur du truc. Mais des gens qui n'ont vu que 6 minutes de course, sans connaître tout le parcours avant, et tout ce qui fait la saveur de cette médaille, qui ont juste vu le produit final qui est passé super vite et qui quand même ont été très touchés, ça nous a marqué très très fort. Et on s'est dit, ça, on veut le revivre en fait, ça c'est trop bon, quoi. Et Mathieu, merci de nous avoir accordé ce temps, merci beaucoup. Avec grand plaisir. On peut te souhaiter que le meilleur pour l'avenir et que tu puisses remplir tes objectifs quels qu'ils soient. Donc bon courage, et puis à défaut de te voir sur les différentes compétitions jusqu'à 2024, parce que pour toi il y en aura plein, on te dit bon courage pour les Jeux. Merci beaucoup. Merci. Salut Mathieu. Salut. Je compte sur vous pour lui apporter du soutien et le remercier directement si son témoignage vous a plu. Aux Jeux Olympiques de Paris en 2024, devant votre télé, vous encouragerez Mathieu Androdias, un athlète que vous connaissez maintenant un peu mieux. Il a dédié sa vie à son sport et a représenté la France sur les compétitions internationales. Par son investissement, il nous montre l'exemple. À nous d'être à la hauteur.